Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à la section d'aujourd'hui, donc la section S10A. Donc c'est la première partie là, de la section 10. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est en fait la vie et la mort des étoiles. En fait, la vie, ben, la naissance, la vie et plus tard, là, évidemment, la mort des étoiles. Donc c'est tout le processus là, qui vont décrire les phénomènes, là, comment les étoiles se forment, comment elles vont, ce qu'on va appeler vivre leur vie normale. Et à la fin de leur vie, comment elles vont mourir. Quand on dit qu'une étoile va mourir, ça signifie en fait qu'elle va se transformer en quelque chose d'autre. Il y a plusieurs choses qu'une étoile peut devenir lorsqu'elle va mourir, ou en tout cas arriver à la fin de sa vie. Et une de ces choses-là, une des avenues possibles quand une étoile arrive à la fin de sa vie, c'est qu'elle peut, dans certains cas, se transformer en trou noir. C'est pas toutes les étoiles qui vont se transformer en trou noir, c'est vraiment juste certaines étoiles bien précises. Et c'est un petit peu de ça qu'on va discuter. Puis la deuxième partie, la section S10B, là on parlera véritablement là, des trous noirs et comment ils fonctionnent, c'est quoi, puis bon, tout ça. Donc, commençons plus par la naissance des étoiles. Donc, ce qu'il faut comprendre au début, c'est que quand on parle des étoiles, on dit souvent là, il y a les étoiles dans l'univers, dans l'espace, dans notre galaxie, et souvent on pense là, à tort qu'entre les étoiles, il n'y a rien du tout. Des fois, on dit entre les étoiles, il n'y a rien, c'est du vide, puis il n'y a absolument rien. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Okay? Dans l'espace, il y a pas il peut y avoir des espèces de petites poches où c'est vraiment du vide, où il n'y a absolument rien. Mais en général, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la matière interstellaire. Donc, il y a quand même une certaine matière qui se retrouve là. Souvent, c'est du gaz qui est plus ou moins dense, qui va se retrouver comme ça entre les étoiles. On en voit ici, là, il y a des étoiles qui sont des petits points lumineux. Puis entre les étoiles, il y a quand même là, quelque chose, il y a quand même des espèces de poches de gaz comme ça, des espèces de gros nuages, si vous voulez, là, à l'échelle cosmique, là, beaucoup plus gros, mais ça reste quand même que c'est du gaz. Okay? Dans ce gaz-là, il y en a des fois des régions qui sont un petit peu plus concentrées que d'autres, donc des endroits où on trouve du gaz un peu plus condensé, un peu plus comprimé, et on appelle ça des nébuleuses. Okay? Donc il y en a différentes formes, différentes tailles. Donc les endroits où le gaz est un petit peu plus comprimé, un petit peu plus condensé, et à l'intérieur de ces nébuleuses-là, il y a même parfois ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Donc là, c'est vraiment des régions où le gaz est encore un peu plus dense, et là, il y a vraiment là, des molécules qui commencent à se former. Donc ça fait des nuages un peu plus épais, un peu plus denses, un peu plus compacts, si vous voulez. Okay. Euh, donc des nuages comme ça moléculaires, il y en a un certain nombre dans l'univers, dans la galaxie, et ils peuvent parfois là, avoir des masses très très importantes. On parle parfois de dizaines de milliers de masses solaires, donc de plusieurs dizaines de milliers de fois la masse du Soleil, qui est tout juste sous forme de gaz, puis d'espèces de poussière comme ça là, qui flotte un peu dans l'univers. Okay. En passant, les nébuleuses, ça donne souvent lieu à des belles images parce que, bon, souvent, c'est ça, on en voit souvent des images de nébuleuses comme ça sur Internet ou dans les revues scientifiques et ils peuvent avoir différentes formes, différentes couleurs. Okay. Et dans ces cas-ci, je vous en ai montré trois. Okay, trois images, on en voit là, ça c'est une nébuleuse qui est plus rouge, qui est plus bleue, qui est plus verte. Okay. Juste en passant, la couleur qu'on va voir des nébuleuses, ça peut dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre de la composition gazeuse, donc de quel genre de gaz va être composé les nébuleuses. Mais aussi, ça va dépendre des étoiles qui sont avoisinantes. Ça va dépendre de la façon qu'ils sont éclairées. Si c'est de la lumière qui a traversé les nébuleuses ou si c'est plutôt de la lumière qui a été réfléchie par les étoiles environnantes. Donc, ça peut dépendre de plusieurs choses. Okay? Et les nébuleuses, d'une certaine manière, c'est un peu l'équivalent des nuages qu'on voit dans le ciel, dans le sens que c'est juste comme ça du gaz, okay, qui peut prendre des formes de manière un peu aléatoire. Puis des fois, quand on regarde les nuages, on peut imaginer que ça ressemble à certaines choses. Ça peut former certaines formes dans notre tête. Mais pour les nébuleuses, c'est la même chose. Des fois, comme ça, juste par hasard, de la façon qu'on est placé, puis du point de vue qu'on les observe, ça donne qu'elles peuvent ressembler à certaines choses. Et on leur donne des noms des fois un peu cocasses là, en lien avec ça. Par exemple, cette nébuleuse-là, elle a été surnommée en anglais là, The Witch Head Nebula, donc la nébuleuse de la tête de la sorcière, parce que quand on la regarde, ça peut ressembler un petit peu à une sorcière. Donc si vous avez son œil, et ici là vous avez son visage, enfin, vous avez son nez qui est un peu pointu ici, puis là vous avez sa bouche qui est ouverte comme ça, puis vous avez son espèce de menton qui est un peu allongé, donc en tout cas d'une certaine façon peut-être avec son oreille ici, là, avec peut-être ses cheveux, je sais pas trop quoi, fait que ça peut ressembler bon à certains dessins comme ça. Il y en a une autre que je trouve drôle, là, qui est cette nébuleuse-ci. Elle a été surnommée en anglais de Hand of God Nebula, donc c'est comme la nébuleuse qui représente l'espèce de, c'est comme si c'était la main de Dieu avec les doigts là, qui sont ici, on aurait le pouce comme ça, la paume de la main, puis ici c'est comme des
des étoiles là, qui sont en train de se former. C'est comme si c'était l'espèce de la main de Dieu qui est en train de faire apparaître là, des étoiles dans l'univers. Donc c'est ça, il y a quelques nébuleuses comme ça qui ont des formes un peu bizarres, là, qui ressemblent à des choses, puis on leur donne des noms. Mais c'est ça, donc les nébuleuses, il y en a un certain nombre qui est dans l'univers, de différentes formes, de différentes couleurs. Puis en passant, juste faire une petite mise en garde, là, pour que vous soyez au courant, c'est que quand vous voyez des images comme ça, de nébuleuses, là, soit dans les revues, soit sur Internet, ben, ça va arriver des fois que vous allez voir des choses un petit peu étranges, hein, comme par exemple ici dans cette image-là, on voit qu'il y a des étoiles qui sont vertes, alors qu'ici on voit qu'il y a des étoiles qui semblent être de couleur rose. Puis on peut se poser la question, ces images-là, quand on les voit comme ça, on sait que ça a été pris par des télescopes, là, soit par la NASA ou par d'autres institutions, puis on se demande, mais écoute, c'est-tu les vraies couleurs? Ça existe-tu pour vrai dans l'univers des étoiles vertes, des étoiles roses? Ok, ben, la vérité, c'est non, ça n'existe pas des étoiles vertes, des étoiles roses. En fait, ce qui va arriver, ce qu'il faut faire attention, c'est que les télescopes, comme on en avait déjà discuté dans certaines sections précédentes, là, les télescopes, c'est pas tous les télescopes qui regardent en lumière visible, hein. N'oublions pas qu'il y a plusieurs télescopes qui regardent dans d'autres longueurs d'onde que la lumière visible. Donc il y a des télescopes qui regardent en infrarouge, en ultraviolet, en rayon X, en rayon gamma, en micro-ondes, tout ça. Donc ce que les télescopes voient, ben, si c'est des télescopes qui ne regardent pas en lumière visible, c'est sûr que pour former des images comme ça, puis les imprimer pour que nous, on puisse les voir avec nos yeux, ben nécessairement, ça signifie qu'il y a eu une certaine conversion, un certain traitement des données, un certain traitement d'images pour qu'on soit capable de voir des images comme ça. Je vais en faire un exemple, vous allez voir, c'est juste l'idée générale est là. Donc, nous, les humains, pour voir quelque chose avec nos yeux, ça prend de la lumière qui est entre 400 et 700 nanomètres. Okay? Mais imaginons que, je sais pas, cette image-là, par exemple, a été prise par un télescope qui ne regardait pas en lumière visible, mais qui regardait plutôt, disons, en lumière infrarouge. Donc, la lumière infrarouge, c'est des longueurs d'onde qui sont plus grandes que 700 nanomètres. Donc, disons que cette image-là a été prise par un télescope qui voyait, là, disons, entre 1000 nanomètres et 1600 nanomètres. Nous, avec nos yeux, on ne voit pas entre 1000 et 1600 nanomètres. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on récolte les données du télescope, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand même, il y a certaines régions qui vont pas émettre les mêmes longueurs d'onde que d'autres régions. Et ce télescope-là permet de faire les nuances. On va dire, ah, certaines régions émettent plus dans telle longueur d'onde, alors que certaines autres régions émettent plus dans telle autre longueur d'onde. C'est-à-dire que deux régions qui n'ont pas la même couleur sur cette image-ci sont à des températures différentes, par exemple. Des choses comme ça. Puis, donc, ce qu'il faut faire, simplement, c'est qu'il faut partir de ces données-là, qui sont des données là, vraiment purement numériques, si vous voulez. Okay? Puis, il faut faire une espèce de correspondance. En anglais, on appelle ça faire un mapping. Il faut trouver une formule, en fait, un certain traitement, là, un algorithme qui va traiter ces données-là pour les ramener sur des longueurs d'onde visibles. Et là, on va pouvoir produire des images qu'on va pouvoir imprimer et voir avec nos yeux. Donc, un exemple très très simple, si on voulait partir une image comme ça, qui est entre 1000 et 1600 nanomètres, puis ramener ça à des longueurs d'onde entre 400 et 700, on pourrait appliquer ce qu'on appelle ce mapping-là en anglais. Ça s'appellerait une correspondance en français. C'est qu'on pourrait dire, on prend toutes les longueurs ici, tout en infrarouge, on leur soustrait 200 nanomètres et on divise par 2, et ça va donner des longueurs d'onde qui sont dans le domaine visible. Donc par exemple, 1000 nanomètres, si on fait 1000 moins 200, ça donne 800. 800 divisé par 2, ça donne 400. Donc 1000 nanomètres serait converti à 400 nanomètres. Et par exemple, 1600 nanomètres, ben 1600 moins 200, ça fait 1400. 1400 divisé par 2, ça donne 700. Donc ça ramènerait le 1600 nanomètres à 700 nanomètres. Donc ça, c'est une conversion très 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 simple qui permettrait de prendre toutes les données recueillies par ce télescope-là, de faire une conversion, puis de ramener ça dans la lumière visible. Fait que c'est sûr que le résultat final va dépendre de l'algorithme qui a été utilisé, puis de la façon dont les longueurs d'onde ont été traitées pour les convertir. Et dépendamment de comment l'algorithme est fait, ben, ça peut donner à la fin des résultats un peu étranges, comme par exemple des étoiles roses ou des étoiles vertes. Okay? Mais c'est ça, faut toujours garder en tête que c'est pas nécessairement les vraies couleurs. Là. Si vous alliez vraiment, là, mettons, un vaisseau spatial près de ces nébuleuses-là, il n'y a rien qui dit que vous les verriez avec ces couleurs-là. Mais elles auraient, en tout cas, ces formes-là. Ça permet quand même de faire ressortir les détails et les contrastes là, entre les images. Okay. Mais en tout cas, ça, c'est juste des petits détails là, par rapport aux nébuleuses. Mais tout ça pour vous dire que les nuages moléculaires, donc les endroits où c'est là que les gaz sont les plus denses, on pense probablement que c'est là que les étoiles vont se former. Les étoiles, comment elles se forment? C'est tout simplement par la contraction
de nuages de gaz comme ça, de certaines régions gazeuses qui vont se comprimer. Et en se comprimant, ben, ça va devenir, là, par la force de gravité, hein, ça peut dans certains cas se mettre à se comprimer, et ça va former des étoiles, donc qui sont des espèces de sphères gazeuses très massives et très compactes. Okay. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut comme déclencher, si vous voulez, l'espèce de compression gravitationnelle que ces nuages moléculaires-là vont subir? Ben, il peut y avoir différentes raisons. Je vous en donne deux ici qu'on peut discuter dans le livre. Premièrement, c'est quand les nuages moléculaires vont traverser ce qu'on appelle les bras spiraux. J'en parlerai pas tout de suite, c'est plus à la section S11 qu'on va en parler. On verra que dans la galaxie, il y a des bras spiraux là, qui tournent, puis les bras spiraux, c'est des régions qui sont un petit peu plus denses que les autres. Puis quand les bras spiraux vont frapper les endroits où il y a des nuages moléculaires, ben, généralement, ça va comme accélérer la compression gravitationnelle, ça va comme faire démarrer la compression gravitationnelle, et les étoiles vont se former suite à ça. Autre chose qui peut arriver, c'est qu'on verra tout à l'heure que dans certains cas, il y a des étoiles qui vont faire ce qu'on appelle des supernovas. Et donc, s'il y a une explosion qui survient pour une raison quelconque, okay, à proximité, il va y avoir une onde de choc qui va se propager. Et s'il y a une onde de choc qui se propage, quand l'onde de choc va frapper un nuage moléculaire, l'onde de choc va en quelque sorte va avoir comme effet que ça va comprimer un petit peu le nuage de gaz. Là. Et dès que le nuage de gaz va commencer à se comprimer, puis là, il y a une certaine région qui va devenir un petit peu plus massive que les autres, puis là, ben, par force de gravité, ça va juste continuer à se comprimer de plus en plus pour peut-être éventuellement former une étoile. Donc ça prend des fois un petit élément déclencheur qui va accélérer, si vous voulez, la compression gravitationnelle, puis une fois que c'est amorcé, là, ça va continuer jusqu'à ce que le nuage de gaz se comprime complètement pour former une étoile. Okay. En passant, c'est pas tous les nuages de gaz nécessairement qui, en se comprimant, vont former une étoile. Pour qu'un nuage de gaz qui se comprime devienne une étoile, il faut que la température au centre du nuage se mette, il faut que la température devienne assez grande. Il faut que la température et la pression deviennent assez grandes pour qu'ils se mettent à avoir des réactions nucléaires. Entre autres, il faut que la fusion de l'hydrogène en hélium puisse se faire. Et c'est pas nécessairement tous les nuages de gaz comprimés qui vont faire ça. Okay. On estime qu'il faut qu'un nuage de gaz là, ait une masse au moins égale ou supérieure à 8% de la masse du Soleil. Fait que dès que vous avez un nuage de gaz qui a une masse là, plus grande ou égale à 8% de la masse du Soleil, ça va être suffisant pour que la température et la pression deviennent assez grandes pour que ça devienne une étoile, finalement, pour qu'il y ait des réactions nucléaires qui commencent à se produire au centre. Sinon, ben, ça ne donnera pas une étoile. Ça va faire ce qu'on appelle des étoiles ratées. On appelle ça des naines brunes aussi. Donc un nuage de gaz qui aurait, je sais pas, là, mettons 5% de la masse du Soleil, ça va pas devenir une étoile. Ça va devenir juste une espèce de sphère gazeuse. Okay? Mais ce sera pas une étoile à proprement parler. Il n'y aura pas de réaction nucléaire qui va se faire au centre. Donc ça va pas dégager de lumière comme le fait le Soleil. Okay? Plus au début de la séance, j'en avais déjà mentionné que Jupiter, c'était en quelque sorte une étoile ratée. Dans le sens que s'il y avait eu plus de gaz disponible quand Jupiter s'est formé, elle aurait éventuellement pu devenir une étoile. Okay? Mais elle était quand même très loin de le devenir parce que la masse de Jupiter correspond environ à 0,1% de la masse du Soleil. Et pour devenir une étoile, une sphère gazeuse a besoin de 8% de la masse du Soleil. Donc Jupiter était quand même était loin de devenir une étoile. Là. Ça aurait pris beaucoup plus de masse gazeuse que ça pour devenir vraiment une étoile. Donc c'est une planète géante, mais c'est vraiment juste une planète. Là. Il n'y a pas de réaction nucléaire qui se fait au cœur de la planète Jupiter. Okay. C'est ça, donc évidemment, tout ça, là, la température et la pression, ça marche tout simplement par la loi des gaz parfaits, d'une certaine façon. C'est pas mal relié à ça. Donc plus que le nuage de gaz est massif, plus que ça va faire une grosse étoile, plus que la température et la pression vont être élevées. Et généralement, ce qui arrive, c'est que quand les nuages de gaz se compriment comme ça va pas mal là, déterminer à quel endroit les étoiles vont se former sur le diagramme H. Donc plus que le nuage de gaz est massif, plus que ça va faire en général une étoile qui se retrouve en haut à gauche du diagramme H. Donc une étoile qui va avoir une température élevée et une luminosité plus élevée, alors que les étoiles qui sont moins massives vont se retrouver généralement en bas à droite du diagramme H. Donc ils vont avoir une température plus faible et une luminosité plus faible également. Okay. Puis, les étoiles, quand elles se forment, elles ont différentes masses. Il y a des étoiles qui peuvent avoir des masses là, qui sont plusieurs centaines de fois la masse du Soleil, et des étoiles vont avoir des masses plus petites que la masse du Soleil, mais au moins 8%. Okay. Puis, on a parlé ici là, de leur luminosité, de leur température.
Okay? Mais si on parle de leur temps de vie, combien de temps vont vivre les étoiles, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se produit, c'est qu'on pourrait penser comme ça, de manière un peu naïve peut-être, là, que les étoiles les plus massives sont les étoiles qui vont vivre les plus longtemps. Parce qu'on pourrait dire, ben, si elles sont plus massives, elles sont plus grosses, elles ont plus de gaz, elles ont plus de carburant à brûler d'une certaine façon, donc elles vont vivre plus longtemps. C'est complètement faux. Okay? Ce qu'on observe dans la vraie vie, c'est exactement le contraire, c'est qu'en fait, on constate que les étoiles les plus massives sont celles qui vont vivre le moins longtemps. Okay? C'est un petit peu paradoxal, parce qu'en fait, comme elles sont plus grosses, elles sont plus massives, comme on l'a dit ici, elles vont avoir une luminosité aussi qui est beaucoup plus élevée. C'est comme si vous aviez une machine qui est plus grosse, donc qui contient, mettons, un moteur plus gros, donc plus de carburant, mais en étant plus gros, il va le brûler à un rythme beaucoup plus important. Donc finalement, en bout de ligne, elles vont vivre moins longtemps que les autres. Okay. Il y a une petite simulation sur Internet que j'ai trouvée, donc on peut aller jouer un petit peu avec ça, vous allez voir. Donc c'est une simulation comme ça, on peut changer la masse de l'étoile en bas. Pour l'instant, je l'ai mise à 1 masse solaire, donc c'est l'équivalent d'avoir une étoile qui a la même masse que la masse du Soleil. Ce qu'on appelle la vie normale d'une étoile, c'est l'étape où elle va faire la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc au début, mettons, au début de la vie d'une étoile, là, dans son cœur, il y a une certaine quantité d'hydrogène. Et la vie de l'étoile, c'est dans le cœur de l'étoile, l'hydrogène qui se convertit en hélium. Okay? La fusion, c'est 4 hydrogènes devient un hélium et ça libère une certaine quantité d'énergie. Donc vous voyez, pour le Soleil, une étoile qui a une masse de 1 masse solaire, ça donne une luminosité qui est égale à pas mal une luminosité solaire, et le temps de vie, c'est environ là, 10 milliards d'années. Hein, 10 fois 10 à la 9 années, 10 milliards d'années, ou si vous préférez 1 fois 10 à la 10 années. Quand on a parlé du Soleil dans les cours précédents, on avait dit exactement ça. On avait dit que le Soleil peut vivre pendant environ 10 milliards d'années. Pour l'instant, il a vécu à peu près pendant 4,6 milliards d'années. Il reste encore à peu près 5,4 milliards d'années à vivre. Okay? Mais si on change la masse, okay, si on prend par exemple une étoile qui est plus massive, okay, même je vais en prendre une très très massive, mettons une étoile qui aurait 100 fois la masse du Soleil, on pourrait penser qu'elle va vivre plus longtemps. Mais vous voyez, ça se produit beaucoup plus rapidement. Comme elle est plus grosse, oui, c'est vrai qu'au départ, elle a une plus grande quantité d'hydrogène, mais elle brûle son hydrogène tellement plus rapidement, elle fait tellement plus rapidement là, la fusion d'hydrogène en hélium qu'en bout de ligne, vous voyez, elle va durer moins longtemps. Elle va vivre seulement là, 1 fois 10 à la 6 années. Donc c'est environ 10 000 fois moins longtemps que l'étoile qui aurait une masse pareille à celle du Soleil. Et au contraire, si on prend une étoile qui aurait une masse plus petite, disons 0,1% de la masse du Soleil, la réaction ici va se faire beaucoup plus lentement. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, l'étoile, elle a moins d'hydrogène, mais elle va le brûler tellement plus lentement que les autres qu'en bout de ligne, vous voyez, elle va vivre là, 1 fois 10 à la 13 années. Donc, elle va vivre plus longtemps que le Soleil. Donc, je sais que c'est un petit peu paradoxal, c'est un petit peu contre-intuitif peut-être. C'est pour ça que je vais vous montrer la simulation, puis je vais vous le répéter là encore une dernière fois. Mais c'est véritablement ça qu'on observe. C'est que les étoiles les plus massives, okay, sont celles qui vivent le moins longtemps. Donc on voit ici, j'ai juste transcrit les chiffres là. Fait qu'une étoile qui aurait une masse de 100 masses solaires, elle va vivre seulement 1 fois 10 à la 6 années. Alors qu'une étoile là, qui aurait seulement là, 10% de la masse du Soleil, elle vivrait 1 fois 10 à la 13 années. Donc les petites étoiles, les moins massives, sont celles qui vivent le plus longtemps. Et les étoiles les plus massives sont celles qui vivent le moins longtemps. Un peu contre-intuitif, mais ça fonctionne quand même comme ça. Puis on y reviendra dans les prochains cours aussi, là, quand on parlera des galaxies, puis des bras spiraux et tout ça. Okay. Donc, ça c'est bon, on a parlé un petit peu de la vie des étoiles en général. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire là, deux sortes, on va décrire qu'est-ce qui arrive à la fin de la vie des étoiles. Et on va diviser ça en deux catégories. On va commencer par ce qu'on appelle les étoiles de faible masse. Donc, les étoiles qui ont une masse plus petite que 8 masses solaires. Donc, le Soleil fait partie de ça. Hein. Le Soleil, lui, a une masse de 1 masse solaire. Donc, le Soleil, dans la galaxie, c'est une étoile qu'on appelle de faible masse. On va voir qu'est-ce qui se produit un peu, les processus. Et ensuite, on parlera des étoiles qu'on appelle de forte masse, donc des étoiles qui auront des masses plus grandes que 8 masses solaires. Donc, toutes les étoiles qui ont des masses plus petites que 8 masses solaires, comme le Soleil, entre autres, hein, c'est l'exemple qu'on donne dans le livre, on vous dit un petit peu à quoi ça va ressembler sa vie, en termes de grosseur et en termes de luminosité. Donc, vous voyez que depuis sa formation, les chiffres qui sont écrits ici, ça c'est en milliards d'années. Fait que le Soleil, là, on a dit qu'il va vivre environ 10 milliards d'années. Vous voyez sur le graphique ici, là, dans les 10 premiers milliards d'années de la vie du Soleil, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que le Soleil a à peu près tout le temps la même taille. Il grossit légèrement, mais pas beaucoup.
Okay? Mais vraiment rendu là, à 10 milliards d'années, là vous voyez sa taille va augmenter, diminuer, augmenter rapidement jusqu'à atteindre des tailles là, vraiment phénoménales. Donc ça arrive à la fin de la vie. À la fin de la vie des étoiles, il va toujours avoir des espèces de bouleversements comme ça qui vont être très rapides. Là. En très peu de temps, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Okay. Et pour les étoiles de faible masse, comme le Soleil, ce qui arrive, c'est que dans la grande majorité de sa vie, là, dans les 10 premiers milliards de sa vie, pour le Soleil en tout cas, ce qui arrive, c'est que la seule réaction qui se faisait, c'était la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc l'hydrogène devenait de l'hélium, et l'hélium étant plus lourd, plus massif là, que l'hydrogène, l'hélium va se retrouver au centre. Donc tranquillement, là, il va y avoir une espèce de cœur d'hélium, une espèce de sphère d'hélium au centre du Soleil qui va grossir de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'hydrogène qui se transforme en hélium. Et arrivé à 10 milliards d'années, ce qui va arriver, c'est que comme la masse comme ça d'hélium est rendue assez importante, il va se produire ce qui s'appelle le flash de l'hélium. Le flash de l'hélium, c'est que la température au centre ici, et la pression va être rendue suffisante pour que l'hélium lui-même se mette à entrer en fusion et il va créer des éléments plus lourds. Puis à chaque fois qu'il y a une fusion, on se rappelle ça libère de l'énergie. Hein. Par exemple, là, quand on avait la fusion de l'hydrogène en hélium, on avait 4 hydrogènes deviennent un hélium plus une libération, plus de l'énergie. Okay. Donc toute la vie du Soleil, c'est ça. Puis là, tout à coup, il se met que l'hélium lui-même se met à fusionner pour faire une réaction et produire à son tour de l'énergie. Ce qui arrive, c'est que les étoiles sont en équilibre entre l'énergie qui essaie de sortir là, à l'extérieur du Soleil et d'autre part, vous avez la gravité qui essaie de contracter l'étoile. C'est comme si c'était une espèce comme de bombe qui essaie d'exploser. Fait qu'elle essaie, la production d'énergie essaie de faire exploser ça. Et d'une autre façon, la gravité essaie de faire comprimer tout ça. Fait que l'étoile essaie comme d'exploser puis de se comprimer en même temps. Fait qu'en tout cas, elle atteint une espèce d'équilibre avec un certain rayon qui est stable puis ça bouge pas. Mais là, c'est comme si tout à coup, il se mettait à avoir une nouvelle réaction nucléaire qui s'effectue puis ça se fait à libérer beaucoup plus d'énergie que ce à quoi on est habitué. Donc là, ça va débalancer énormément. Et là, ça va se mettre à gonfler. Et éventuellement, il va avoir le flash de l'hélium. Je dis que c'est à 10, c'est pas à 10, c'est vraiment à 10,5 milliards d'années. Quand il va avoir le flash de l'hélium, c'est là, tout à coup, les couches extérieures de l'étoile vont être soufflées, tout simplement par l'espèce quand l'énergie va partir, ça va faire comme une espèce d'explosion. Donc les couches vont partir à l'extérieur. Donc il va juste rester le centre qui est composé plus d'hélium. Et comme après ça, toutes les couches ont été éjectées comme ça, il n'y a plus assez de gravité pour forcer l'étoile à demeurer petite. Donc l'étoile va se mettre à gonfler de plus en plus pour devenir là, un cercle, là, vous voyez, vraiment immense là, comparativement à ce qu'on avait. On voit juste une espèce de portion ici, mais c'est rendu vraiment là très gros. On appelle ça la phase super géante rouge. Donc le Soleil va devenir très gros. Okay. Et même si c'est assez impressionnant, ce phénomène-là, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que c'est pas, à proprement parler, une explosion. C'est pas quelque chose de violent, c'est pas comme une grosse bombe qui explose, puis ça fait une grosse explosion qui gonfle. C'est pas ça vraiment, c'est vraiment juste que l'étoile, tout à coup, elle se met à avoir plus d'énergie que de gravité, si vous voulez, et elle va juste gonfler pour devenir comme ça très grosse. Mais c'est pas une explosion à proprement parler, c'est juste qu'elle va gonfler tranquillement, gonfler, et éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'elle va devenir tellement grosse que les forces gravitationnelles seront tout simplement pas assez grandes pour maintenir l'étoile compacte. Okay? Parce que la force de gravité, vous le savez, ça marche par la distance. Hein? C'est G fois M1 fois M2 sur R au carré. Donc ce qui va arriver, c'est que si l'étoile devient très grande, mais par exemple le morceau de l'étoile ici, puis le morceau de l'étoile qui est à l'autre extrémité, mais la distance R qui est entre les deux va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure que l'étoile va gonfler. Et éventuellement, si la distance R devient très grande, mais la force d'attraction gravitationnelle entre cette partie-là et cette partie-là va devenir très faible. Puis ça sortiendra, ça va juste à un moment donné plus se tenir vraiment par gravité. Donc l'étoile va juste gonfler de plus en plus. Et ça va tout simplement se diluer dans l'espace. Ça va se faire comme du gaz comme ça qui gonfle tranquillement. Puis à un moment donné, il est juste rendu tellement gonflé qu'il se défait. Puis ça se met à flotter comme ça dans l'espace. Et ça devient ce qu'on appelle une nébuleuse. Donc une nébuleuse, on en avait vu des exemples au début. C'est juste des nuages de gaz comme ça qui flottent dans l'espace. Okay. Donc c'est ça. Fait comme je dis, c'est pas un phénomène violent. C'est pas comme une grosse explosion soudaine. C'est vraiment juste l'étoile gonfle de plus en plus.
Puis à un moment donné, elle se tient plus. Fait qu'elle veut juste comme ça défaire en gaz. Puis elle se met à flotter, comme ça. Fait que ça ressemble à ça, une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse, quand on la regarde dans l'univers, c'est une vraie image, une vraie nébuleuse. Et quand on a vu ce genre de nébuleuse-là, on a appelé ça des nébuleuses planétaires. Ça, c'est vraiment bizarre, là, parce que la première fois qu'on a vu ça, mais premièrement, on a vu que c'était une nébuleuse, hein, c'est une espèce de nuage de gaz. Et on voyait que ça avait une forme un peu caractéristique, ça ressemblait à une espèce de cercle comme ça. Et quand on allait zoomer sur les parties, ici, là, plus comme à l'intérieur du cercle, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Puis on voyait des espèces de, comme de motons de matière, des espèces de grumeaux comme ça, qui avaient des formes plus ou moins sphériques. Et ce qui est arrivé, c'est la première fois que les gens ont vu ça. Ils ont fait une erreur, là. Ils pensaient que ça, c'était des petites planètes qui étaient en train de se former. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça des nébuleuses planétaires, parce qu'ils pensaient que c'était des nébuleuses à l'intérieur desquelles il y avait des planètes qui étaient en train de se former. Mais on le sait aujourd'hui, c'est pas ça du tout. En fait, c'est pas mal le contraire, là. Ces petits motons de matière-là, ces petits grumeaux de matière-là, sont pas en train de se former, au contraire, sont en train de se défaire, sont en train de se désagréger. C'est la nébuleuse là, qui est en train de gonfler de plus en plus, puis les petits morceaux de matière sont juste en train de se faire comme souffler vers l'extérieur, sont en train juste de se désagréger. Ça va juste faire des petits... ça va juste se défaire, là, puis juste devenir du gaz. Donc, mais le nom est resté, parce que pendant plusieurs années, on a appelé ça comme ça des nébuleuses planétaires. Les gens étaient habitués à appeler ça comme ça. Fait qu'on le sait qu'une nébuleuse planétaire, ça n'a pas rapport avec des planètes. C'est pas un endroit où des planètes sont en train de se former, mais le nom nébuleuse planétaire est resté quand même. Puis on appelle encore ça comme ça aujourd'hui. Okay. Et nébuleuse planétaire, on sait que ça vient là d'une étoile qui est arrivée à la fin de sa vie puis qui a gonflé de plus en plus. Et ce que vous allez remarquer, c'est que au centre d'une nébuleuse planétaire, comme c'en est une ici, ça c'en est un exemple d'une nébuleuse planétaire. Donc c'est juste du gaz comme ça qui est gonflé de plus en plus puis qui est juste en train de se diluer puis qui se met à flotter comme ça là, tout gentiment, là, tout doucement dans l'univers. Mais quand on fait un zoom puis qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a au centre d'une nébuleuse planétaire, il va rester comme le noyau dur de l'étoile, si vous voulez, qui s'est comprimé, puis qui est resté là, après la phase de la supergéante rouge. Et ce qui va rester au centre, donc l'espèce de cœur initial de l'étoile, c'est ce qu'on va appeler une naine blanche. Okay? C'est comme une étoile qui est arrivée à la fin de sa vie, qui a fait une nébuleuse planétaire, mais le centre de l'étoile va s'être compacté un petit peu et ça va être devenu quelque chose d'autre. Ce ne sera plus une étoile comme le Soleil, ça va être comme une autre phase de la vie, là, après la mort de l'étoile, qu'on appelle des fois des cadavres stellaires. Puis dans ce cas-ci, ça va être une naine blanche. Okay. Je vais vous décrire dans quelques instants c'est quoi une naine blanche, plus en détail. Là. Mais juste avant ça, je vais vous dire qu'à chaque fois que vous allez voir une nébuleuse planétaire dans l'univers, vous regardez comme il faut, c'est sûr et certain qu'au centre de la nébuleuse planétaire, là, va avoir un petit point blanc, très très brillant, qui correspond justement à la naine blanche. C'est vraiment le cœur de l'étoile qui a formé cette nébuleuse planétaire-là. Donc je vais vous en montrer différents exemples. Fait que vous le voyez ici, la naine blanche elle est là, la naine blanche elle est là, la naine blanche elle est ici. Rappelons là, que c'est pas toujours nécessairement les vraies couleurs, quand c'est issu d'un traitement d'algorithme pour amener ça dans des couleurs visibles. Donc ici. Fait que toujours comme ça, dès qu'il y a une nébuleuse planétaire, c'est sûr qu'au centre de la nébuleuse planétaire, il va y avoir là, la naine blanche qu'on va pouvoir observer. La toute première étoile naine blanche qui a été observée, c'est en 1915. Et c'est l'étoile Sirius. En fait, l'étoile Sirius, on en a déjà parlé le plus au début de la session. L'étoile Sirius, c'est l'étoile qui est la plus brillante quand on regarde à l'œil nu le ciel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Sirius, c'était pas une étoile simple, c'est en fait un système d'étoiles doubles, qu'on appelle des étoiles binaires. Donc il y a l'étoile Sirius A, qui elle est vraiment là, très 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 brillante. Et il y a une autre étoile qui est en orbite autour, qui est l'étoile Sirius B, qui elle est beaucoup moins lumineuse. En fait, c'est une naine blanche, okay? Et les deux étoiles sont en orbite l'une autour de l'autre. Donc Sirius B, c'est la première naine blanche qu'on a découverte. Okay? Une naine blanche, okay? Typiquement, c'est quoi sa taille, c'est quoi sa masse, tout ça. Mais typiquement, une naine blanche, c'est relativement petit. Ça a un rayon qui est à peu près l'équivalent de 1/100e du rayon solaire. Donc 100 fois plus petit que le Soleil. Donc ça, c'est environ gros comme la Terre. Okay. Mais par contre, ça a une masse qui est à peu près égale à une fois la masse du Soleil. Donc je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce serait dense. À quel point c'est dense, une naine blanche. Imaginez là quelque chose, une sphère qui a à peu près la taille de la Terre, mais qui a une masse comparable à la masse du Soleil. Donc c'est énormément de masse qui est contenue dans un volume qui est relativement petit là, pour cette masse-là.
Si on regarde en termes de masse volumique, là, ça correspond à 10 à la 9 kg par mètre cube. Okay? Donc ça, si on le met en centimètres cubes, là, ça correspond à 1000 kg par mètre cube. Pardon, 1000 kg par centimètre cube. Donc 1 centimètre cube, vous savez c'est quoi? C'est un cube là, qui mesure 1 cm par 1 cm par 1 cm. C'est à peu près gros comme les dés, là, quand vous jouez à des jeux avec des dés, il faut lancer des dés. Là. Mais un dé, ça a environ un volume de 1 cm3. C'est comme si un dé avait une masse de 1000 kg. 1000 kg, c'est une tonne. Okay? Donc la matière est énormément comprimée. Okay? Puis on peut se demander, mais il me semble que c'est quasiment impossible d'avoir autant de masse que ça, d'avoir une telle densité de masse. Okay? Ben, c'est vrai que ça semble impossible. Pourquoi? Parce que vous avez probablement, vous n'avez jamais rien vu d'aussi compact dans votre vie. Okay? Et c'est normal que vous ayez jamais rien vu d'aussi compact dans votre vie parce que la matière telle qu'on la connaît, l'état normal, disons, de la matière, l'état solide de la matière, par exemple, ben, ça peut ressembler à quelque chose comme ça, okay? De manière schématisée, c'est des noyaux, okay? Avec des électrons qui sont disposés là, autour des noyaux. Et ce qui arrive, c'est qu'en temps normal, les noyaux ne peuvent pas s'approcher si proche que ça, parce que si on essaie d'approcher trop près des noyaux, éventuellement, il va y avoir la répulsion électronique, donc les nuages électroniques, les électrons vont se repousser l'un l'autre, puis on ne pourra pas approcher la matière trop proche, donc elle va atteindre une espèce de masse volumique limite, qu'on ne peut pas vraiment dépasser, quand la matière a cet état-là. Okay? Mais justement, dans les naines blanches, pourquoi on est capable d'atteindre des masses volumiques aussi importantes que ça? Parce que la matière n'a plus cet état-là. La matière va changer d'état. Elle va atteindre une espèce, comme une autre phase de la matière, si vous voulez. Et ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ça s'appelle de la matière électronique dégénérée. C'est écrit ici. Là. Et ça, ce qui arrive, c'est que c'est comme si la force de pression était devenue tellement grande que ça a en quelque sorte, si vous voulez, comme briser les orbites électroniques. Donc là, on n'a plus une situation où les électrons sont en orbite autour de chacun de leurs atomes respectifs. On se retrouve dans une situation où les électrons font juste comme se promener comme ça, ok? Et ils vont aller, si vous voulez, toucher, ben, ils vont pas appartenir à un seul noyau, si vous voulez. Ils vont juste se promener comme ça, de manière un peu libre, là, entre les différents noyaux. Donc on peut plus parler d'une structure comme ça. Probablement, les noyaux sont beaucoup plus proches. Et comme ça, les électrons, ils vont juste se promener comme ça, là, de manière un peu aléatoire. Ils vont plus appartenir à un seul noyau, si vous voulez. Donc, vous voyez juste par le schéma que cette matière-là va être beaucoup plus dense parce qu'elle est beaucoup plus rapprochée que ça. Donc, ça, c'est un peu à quoi ressemble la matière là, dans une naine blanche. Donc, matière électronique dégénérée. C'est pour ça que ça peut être si dense que ça. Okay. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, okay, tout ce qui concerne là, tout ce qu'on a dit, là, dans le fond, que l'étoile va vivre pendant un certain temps, puis quand elle arrive à la fin de sa vie, elle va se mettre à grossir, faire la super géante rouge, faire une nébuleuse planétaire, puis qu'au centre, on retrouve la naine blanche. Tout ça, c'est les étoiles de faible masse, donc les étoiles qui ont des masses plus petites que 8 masses solaires. Donc notre Soleil, entre autres, c'est ce qu'il va faire. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a des étoiles de plus massives, donc qui ont des masses plus grandes que 8 masses solaires? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être complètement différent. Premièrement, c'est que déjà, si l'étoile a une masse initiale qui est plus grande que 8 masses solaires, la température et la pression dans l'étoile sont déjà beaucoup plus grandes que les étoiles de faible masse. Et là, ce qui va arriver, c'est que déjà, quand l'étoile s'est formée, il y avait déjà plusieurs couches de fusion, si vous voulez. Il n'y avait pas seulement l'hydrogène qui devenait de l'hélium, il y avait déjà d'autres choses. Fait que oui, l'hydrogène devient de l'hélium, mais aussi l'hélium devient d'autres choses comme du carbone, par exemple. Le carbone devient de l'oxygène, et ainsi de suite. Fait que ça forme, il y a plusieurs couches comme ça de fusion. Fait qu'il y a différentes fusions qui se forment, okay? qui se font en même temps. Fait que c'est sûr que ça libère beaucoup plus d'énergie que s'il y avait juste une seule sorte de fusion. Mais en même temps, l'étoile est beaucoup plus massive, donc elle a beaucoup plus de force gravitationnelle, si vous voulez, pour la maintenir là, liée ensemble. Donc tout se compense. Fait que oui, il y a beaucoup plus de sortes de fusion, donc il y a beaucoup plus d'énergie qui est produite. C'est comme si l'étoile elle essayait d'exploser beaucoup plus, mais en même temps, elle a une masse beaucoup plus grande qui essaie de se comprimer beaucoup plus. Fait que tout ça, ça se tient ensemble, ça atteint un espèce d'équilibre. Okay. Fait que tout au long de sa vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des fusions comme ça qui se font. Okay. Et les fusions donnent toujours naissance à des éléments de plus en plus massifs, et quand il y a une fusion qui se fait, ça libère d'énergie. Okay. Tout ça, ça se poursuit jusqu'à atteindre l'élément qui est le fer. Okay.
l'élément du tableau périodique, là, le fer, Fe. Et ça ne va pas plus loin que ça. Ça l'arrête là. Pourquoi ça l'arrête là? Ben, rappelez-vous, dans les cours précédents, les sections précédentes, on avait déjà discuté d'un truc qui s'appelle la vallée du fer. Puis ce qu'on avait dit, c'est que le fer, c'est l'élément du tableau périodique qui est le plus stable. Okay? Donc quand vous avez des petits éléments, puis que vous faites des fusions, puis que vous vous rapprochez du fer, là ça va libérer l'énergie. Mais rendu au fer, si on prenait deux atomes de fer pour les fusionner ensemble, ça donnerait quelque chose de plus lourd que le fer, évidemment. Et faire ça, ça ne dégagerait pas d'énergie, ça serait une réaction qui est endothermique, ça devrait absorber de l'énergie, ça nécessiterait de l'énergie pour se produire. Okay? Et dans la nature, de manière naturelle, dans l'univers, ça tend toujours vers l'état d'énergie minimale. Fait que ça va continuer à fusionner jusqu'à temps que ça arrive au fer, mais rendu au fer, ça va arrêter, ça va pas continuer. Le fer va pas fusionner pour faire quelque chose de plus lourd, parce que ça coûterait de l'énergie, puis dans l'univers, c'est pour ça qu'il va arriver, là, dans la nature, ça veut toujours atteindre l'état d'énergie minimale. Donc ça l'arrête au fer. Okay? Fait que, ce qui se produit, c'est que au centre de l'étoile, il y a une sphère de fer qui se forme et qui grossit de plus en plus, parce que plus que le temps passe, plus que les éléments se font fusionner, fait qu'il y a de plus en plus de fer là, qui s'accumule au centre de l'étoile. Donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça fait une sphère en fer de plus en plus grosse. Okay? Mais ce qui arrive, c'est que cette sphère-là, ben, sa masse est de plus en plus grande, hein, puisqu'elle grossit de plus en plus. Et comme elle a de plus en plus de masse, ben, la force de gravité qui agit sur la sphère est de plus en plus grande. Okay? Puis qu'est-ce qu'elle fait cette force de gravité-là? Ben, elle essaie de comprimer la matière, hein, elle essaie de faire en sorte que les atomes soient les plus près possibles les uns des autres. Mais les atomes ils résistent parce que quand on essaie d'approcher trop près des atomes, comme on a dit tout à l'heure, il y a la répulsion électronique, les électrons se repoussent l'un l'autre. Mais là, les forces de gravité deviennent de plus en plus grandes, mais les électrons résistent de plus en plus. Puis toute la vie de l'étoile, c'est ça qui se produit. Mais à un certain moment donné, les forces de gravité deviennent plus fortes que les forces de répulsion par les forces de répulsion électronique. Et là, qu'est-ce qui arrive à cet instant-là? Ça se produit comme c'est juste comme un seuil, là, ça résiste, ça résiste, ça résiste, puis à un moment donné, quand il y a trop de fer, bang, ça résiste plus. Puis là, d'un coup, ça lâche, si vous voulez. Là, la matière se met à se comprimer, vraiment très rapidement. Et avec l'inertie que ça a quand la grosse sphère là, commence à se fusionner de plus en plus, ça va pas s'arrêter à cet état-là. Ça va devenir quelque chose encore plus compact que ça. Okay? Donc c'est comme un nouvel état de la matière qui va être atteint. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on veut être encore plus dense que ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que avec la gravité, ce qui va arriver, c'est que ça va même forcer les électrons à comme rentrer de force dans les noyaux, puis aller se combiner avec les protons. Et un électron puis un proton, ça peut se combiner ensemble pour devenir un neutron. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est vraiment là, toute la matière au complet va seulement devenir des neutrons, tout simplement. Et des neutrons, ça n'a pas de charge électrique. Donc il n'y aura pas de répulsion électrique comme il y en avait encore certaines ici. Ici, il n'y aura plus du tout de répulsion électrique, ça va être que des neutrons qui sont tous collés les uns sur les autres, tout empilés les uns sur les autres, et ça permet là, que la matière soit encore plus compacte qu'elle ne l'était déjà. Déjà ici, elle était extrêmement compacte, là, elle va l'être encore plus. Okay? Et quand tout ce phénomène-là se fait, quand la matière passe en quelques instants de cet état-là à cet état-là, ça devient quelque chose de très compact. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est que quand cette grosse sphère de matière neutronique-là va se former, ben juste à la fin, en se formant, ça va faire comme une espèce de rebond, il va y avoir comme une espèce de vibration, là. Et ces vibrations-là vont se propager dans toutes les couches de l'étoile jusqu'aux couches les plus externes. Et ça, c'est par des phénomènes de collision. Qu'est-ce qui arrive généralement, vous l'avez vu un peu en physique NYK, c'est quand vous avez un objet massif qui frappe un objet moins massif que lui, l'objet moins massif va avoir tendance à acquérir une vitesse beaucoup plus grande. Pensez par exemple à s'il y a une collision, disons, là, entre un gros autobus et une petite voiture, ben, quand le gros autobus qui est très massif va frapper la petite voiture qui est pas mal moins massive que lui, la petite voiture va être éjectée avec une vitesse beaucoup plus grande que la vitesse d'éjection de l'autobus, par exemple. Mais là, c'est ce phénomène-là qui va se produire à répétition, hein, parce qu'au centre, c'est les couches les plus massives, les éléments les plus massifs. Fait qu'à chaque fois, là, quand l'onde de choc va se propager là, vers l'extérieur, vous allez toujours avoir comme un élément massif qui va frapper un élément beaucoup moins massif que lui. Donc cet élément-là va partir avec une vitesse beaucoup plus grande, et à son tour va aller frapper un élément moins massif que lui, qui va partir avec une vitesse beaucoup plus grande, qui en frappe un autre, qui en frappe un autre, qui en frappe un autre, ainsi de suite. Et ça va vraiment là, se faire une grosse réaction en chaîne qui va se propager.
de plus en plus rapidement, et on dit même que les couches externes de l'étoile vont être éjectées avec des vitesses là, qui sont à peu près 10% de la vitesse de la lumière. Donc ils vont tellement vite que ça va même commencer à faire des effets de la relativité restreinte, parce que quand on est rendu à 10% de la vitesse de la lumière, il y a des effets de la relativité là, qui embarquent. Okay. Donc ça, c'est vraiment là, tout ce que je suis en train de décrire là, le fait que le fer devient comme ça. Puis là, ça fait une espèce d'onde de choc, ça rebondit, ça se propage. Ça, c'est un phénomène qui est très énergétique. Et ça libère des quantités là, vraiment phénoménales d'énergie. Et ce phénomène-là, quand ça se produit, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Là, c'est vraiment, là, on parle d'une explosion. Et ça s'appelle une supernova. Okay? C'est un phénomène qui est connu. Là. Fait que toutes les étoiles qui ont une masse plus grande que notre masse solaire, c'est sûr qu'éventuellement, à la fin de leur vie, elles vont faire ça. Et ça, c'est vraiment extrêmement énergétique. Okay? Comparativement à ce qu'on avait vu tout à l'heure pour les étoiles de faible masse, quand je parlais là, de la nébuleuse planétaire, de l'étoile, elle grossit de plus en plus, puis à un moment donné, elle fait juste comme se diluer là, doucement. Ça, c'est pas... ça, c'est comme... c'est gentil, c'est pas violent. Okay? La supernova, ça, c'est vraiment... c'est énergétique, c'est vraiment une explosion fulgurante. Okay? Puis, quand ça se produit une supernova, comme je disais, c'est tellement énergétique, okay, que ça va produire beaucoup d'énergie, mais entre autres beaucoup de lumière. Okay. Et quand une étoile est en train d'exploser pour faire une supernova, pendant que la supernova dure un temps qui est relativement court, mais pendant que la supernova est en train de se produire, ça produit là, à peu près une luminosité qui est égale à 10 milliards de fois celle du Soleil. Donc ça produit 10 milliards de fois plus de lumière que le Soleil. Donc on voit que c'est vraiment très énergétique. Okay. Ici, vous avez une image, une vraie image qui a été prise avec un télescope. Ça, c'est une galaxie. Okay. Et on va en parler dans les prochains cours, dans la section S11, en fait, des galaxies. Vous allez voir qu'une galaxie, c'est formé de plusieurs milliards d'étoiles, environ une centaine de milliards d'étoiles. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le centre de la galaxie, qui est composé de plusieurs milliards d'étoiles. On voit ça produit une certaine lumière. Et ici, vous voyez, c'est une seule étoile qui est en train d'exploser puis de faire une supernova. Et vous voyez sur la photo que la supernova est au moins autant plus brillante, même quasiment plus brillante que le centre de la galaxie. Fait que juste une seule étoile qui momentanément là, produit autant de lumière, peut-être même plus de lumière que des milliards d'étoiles qui sont là. Fait que ça vous montre vraiment que une supernova, c'est extrêmement énergétique. Okay. Ça, c'est deux images du ciel qui ont été prises par un télescope à deux moments différents. À un moment où il n'y avait pas de supernova, donc on voit rien de spécial. Et il y a une étoile ici qui a fait une supernova, puis là, l'image a été prise à cet instant-là. Donc on voit là, évidemment le contraste énorme. Donc ça montre vraiment que quand une étoile est en train d'exploser pour faire une supernova, ça produit là, énormément d'énergie. C'est un phénomène qui est très énergétique. C'est un des phénomènes les plus énergétiques qu'on peut observer dans l'univers. Okay. Puis quand il va y avoir la supernova, ce qui va se produire, c'est que, bon, explosion fulgurante, comme on l'a dit, mais au centre de l'explosion, okay, on va retrouver quelque chose. Et ce qu'on va retrouver là, c'est ce qu'on appelle encore une fois le cadavre stellaire, donc ce qui est resté comme l'espèce de noyau dur de l'étoile, ce qui s'est comprimé au centre, là, quand il y a eu l'explosion. Ça peut donner des fois des étoiles à neutrons, des fois des trous noirs. On parlait des étoiles à neutrons à ce moment-ci. Donc, les étoiles à neutrons, c'est... ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les cadavres stellaires. Donc c'est vraiment ce qui va rester là, une fois que l'étoile est morte, okay, qu'elle a fait qu'elle a fait sa supernova. Et une étoile à neutrons, on va comparer ça avec une naine blanche. Okay, on voit que c'est plus petit et c'est plus massif. Donc c'est encore une fois beaucoup plus dense. Okay. Une étoile à neutrons typique, là, ça a un rayon d'environ 10 km. Donc 10 km, c'est extrêmement petit. Au niveau astronomique, c'est vraiment beaucoup plus petit que la planète Terre, c'est énormément plus petit que la Lune. Okay? 10 km, c'est très petit. Okay? Mais malgré le fait que ce soit une sphère qui est très petite, ça a une masse qui est environ typiquement là, de l'ordre de 2 fois la masse du Soleil. Okay? Donc, encore une fois, imaginez, là, ça donne une masse volumique qui est excessivement grande. On parle de 10 à la 17 kg par mètre cube. Okay. Pourquoi ça peut être si dense que ça? Parce qu'encore une fois, c'est pas de la matière telle qu'on la connaît, c'est de la matière qui est rendue vraiment là, de la matière où c'est simplement des neutrons. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une étoile à neutrons, parce que c'est vraiment là juste des neutrons qui sont tous empilés les uns sur les autres. Il n'y a plus de répulsion électronique, donc ça permet à la matière d'être beaucoup plus compacte. Okay. Maintenant, on peut se demander si une étoile à neutrons, c'est si petit que ça, une sphère qui a un rayon de 10 km,
on sait que dans notre système solaire, il n'y a pas d'étoiles à neutrons, donc nécessairement les étoiles à neutrons sont plus loin dans la galaxie. On peut se demander comment on a fait pour observer ces étoiles à neutrons-là, considérant qu'elles sont très petites. Est-ce qu'on est capable d'avoir des télescopes assez puissants pour voir des étoiles à neutrons qui mesurent juste 10 km? Ben, la réponse est non. On ne voit pas directement les étoiles à neutrons comme telles, mais on les a observées de manière un peu indirecte, si vous voulez, parce que les étoiles à neutrons, ils ont différentes caractéristiques, et une des caractéristiques définies, c'est que ils vont toujours émettre comme deux espèces de cônes de radiation par les pôles, un peu comme l'équivalent du pôle Nord et le pôle Sud, là, pour la planète Terre, c'est comme le pôle Nord et le pôle Sud de l'étoile à neutrons, si vous voulez. Et les étoiles à neutrons vont être en rotation, comme ça, et ils vont émettre beaucoup d'énergie, une espèce de cône de radiation. Et on appelle ça d'ailleurs des pulsars. La première fois qu'on avait observé ça, on n'avait pas trop compris c'était quoi encore. On appelle ça des pulsars, parce que ça faisait des espèces de pulses, comme ça, justement, dans les ondes radio. Donc des espèces de pulses. Ça, c'est juste comme des petites émissions d'ondes radio, très énergétiques, mais très brèves aussi. Ça faisait juste comme des petites pulsations comme ça qui étaient répétées de manière périodique. Et au début, on savait pas trop c'était quoi. On appelait ça des pulsars. Okay, qui signifie en anglais le pulsating radio star. Donc c'est comme des étoiles qui émettaient des pulses d'ondes radio. Et ce qu'on a découvert un peu par la suite, on a compris que c'était en fait des étoiles à neutrons qui étaient en rotation. Donc c'est un petit peu ça qui arrive. C'est comme ce schéma-là ici. Mais les étoiles à neutrons, elles vont tourner sur elles-mêmes. Donc ça va faire des espèces les deux cônes de radiation vont tourner comme ça. Et nous, quand on observe ça de loin au télescope, généralement ce qui va arriver, c'est qu'on ne verra pas comme tel la sphère là, de l'étoile à neutrons qui mesure uniquement 10 km de rayon. Mais on va capter ces espèces de gros de cônes de radiation très énergétiques comme ça. Donc si on pointe notre télescope dans une direction du ciel, même si on ne voit pas ça, on va capter l'espèce de gros cône de radiation qui passe devant nous. Puis à chaque fois que ça va passer devant notre télescope, ça va émettre comme une espèce de pulse d'énergie qu'on va capter. Okay. Et fait que ça, au début, on ne savait pas trop c'était quoi. C'est un phénomène un peu étrange. Puis là, on a trouvé la cause de ces phénomènes-là. C'est qu'on le sait maintenant que ce sont les étoiles à neutrons qui émettent ça, okay, en tournant, tout simplement. Fait que c'est comme ça qu'on les a détectés, les étoiles à neutrons. Okay. Les étoiles à neutrons, comme je disais, c'est un des résultats possibles qui peut arriver pour une étoile massive, puis quand elle arrive à la fin de sa vie, puis qu'elle fait une supernova. Okay. En fait, quand une étoile arrive à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a trois choses qu'elle peut devenir. Soit une naine blanche, une étoile à neutrons, ou un trou noir. Okay. Et qu'est-ce qui décide, dans le fond, qu'est-ce que ça va devenir? C'est vraiment une question de masse. Ça dépend de la masse de ce qu'on appelle le cadavre stellaire. Donc le cadavre stellaire, ben, le mot cadavre, ça le dit un peu, c'est ce qui arrive après la mort. Là. Donc ce qui va rester après la mort d'une étoile, donc après que l'étoile soit arrivée à la fin de sa vie et qu'elle ait fait soit une nébuleuse planétaire ou une supernova, ce qui va rester après cet événement-là, donc un peu le cadavre de l'étoile, ce qui reste de l'étoile à la fin de sa vie, dépendant de la masse que ça va avoir, là ça va décider qu'est-ce que ça va devenir. Et ces masses-là ont été calculées par différents physiciens. Il y en a une là, qui s'appelle par exemple la limite de Chandrasekhar, qui a été calculée par un monsieur là, dont le nom de famille était Chandrasekhar. Ça correspond à peu près à 1,4 masse solaire. Donc si vous avez un cadavre stellaire qui a une masse plus petite que 1,4 masse solaire, ça devient ce qu'on appelle une naine blanche. Et ensuite de ça, si la masse est supérieure à 1,4 masse solaire, ça peut devenir une étoile à neutrons, mais il y a une autre limite qui a été calculée par deux messieurs, là, Oppenheimer et Volkov, qui s'appelle la limite Oppenheimer-Volkov. Ça, c'est 3,3 masses solaires. Dans le livre, on a arrondi à 3 masses solaires. Donc ça, le 3 masses solaires, c'est la limite là, qui va faire en sorte que ça va devenir soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Okay? Donc si le cadavre stellaire est entre... Ok, ben ça résume très bien là, ce qu'on a dit depuis toute la section. Là. Puis on va terminer d'ailleurs avec ça, c'est que l'étoile va se former. Les étoiles vont se former par contraction de gaz dans une nébuleuse. Okay? Pour que ça devienne une étoile, il faut que l'étoile ait au moins 8% de la masse du Soleil, sinon ça ne devient même pas une étoile, ça devient juste comme une naine brune. Okay? Mais quand les étoiles se forment, il y a les étoiles de faible masse et des étoiles de masse plus importante. Les étoiles de faible masse, c'est plus petit que 8 masses solaires. Okay? Et les étoiles qu'on appelle de masse plus importante, c'est plus grand que 8 masses solaires. Okay. Les étoiles de faible masse, elles arrivent à la fin de leur vie, elles font, c'est pas une supernova, c'est pas une explosion comme telle, elles vont juste grossir de plus en plus puis se diluer. Okay. Et ce qui va rester après
ce qu'on appelle la nébuleuse planétaire, là, ce qui va rester après le cadavre stellaire, va avoir une masse inférieure à 1,4 masse solaire et ça va donner une naine blanche. Okay, c'est comme notre Soleil. Notre Soleil, lui, c'est exactement ça qu'il va faire. Là. À la fin de sa vie, il va devenir une naine blanche. Fait que le Soleil, il va pas exploser, il va pas faire une supernova, il va juste faire une nébuleuse planétaire, puis il va devenir une naine blanche. Okay. Mais les étoiles qui ont des masses plus grandes que une masse solaire, eux, à la fin de leur vie, elles vont vraiment faire une supernova. Et après, qu'est-ce qui va rester au centre, une fois que la supernova va avoir eu lieu, ben là, ça dépend. Si le cadavre stellaire a une masse qui est située entre 1,4 et 3 masses solaires, ça va devenir une étoile à neutrons. Comme je viens d'expliquer tantôt, le truc qui tourne avec les deux cônes de radiation. Et si la masse du cadavre stellaire, donc ce qui reste là, après la supernova, si ça a une masse qui est plus grande que 3 masses solaires, là, ça va vraiment devenir ce qu'on appelle un trou noir. Okay. Donc on en parlera à la prochaine section, à la section S10B. Mais pour l'instant, on va arrêter ici. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne, comment les étoiles se forment, comment elles vivent et comment elles vont mourir. Et après la mort des étoiles, c'est là qu'il y a les naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs. Puis justement, à la prochaine section, on parle plus en détail là, des trous noirs. Donc voilà, bonne journée et à la prochaine.